Poutine panique. Tokayev coupe l'essence à la Russie. Moscou perd son dernier allié. Le Kremlin s'affole. Moscou a menti de façon flagrante. Le Kazakhstan a riposté durement. Les Russes cherchent désormais du carburant en Chine. Le Kremlin se retrouve sans carburant. Même les blogueurs Z sont sous le choc. Il ne reste à la Russie que l'armée, la flotte et la Corée du Nord. Pour l'armée et la flotte, je ne serais pas si sûr. Poutine n'a nulle part où se cacher. Les forces armées ukrainiennes sont arrivées jusqu'en Sibérie. Les pertes battent des records. Juin a été une catastrophe pour les généraux de Poutine. Tout a commencé avec un millier de drones sur Moscou. Le Kremlin est en panique. Boudanov a choqué tout le monde. La fin de la guerre, c'est déjà pour cette année. Je vous raconte tous les détails dans un instant. Bienvenue. C'est l'Ukraine aujourd'hui, Victoria Perepelitsa et les derniers événements. Au Kremlin, une véritable panique du carburant commence. Le Kazakhstan ferme brusquement le robinet de l'essence. Tokayev serre la vis à la frontière, limitant l'exportation de carburant hors du pays. Moscou a déjà réussi à se fâcher avec presque son dernier partenaire en lançant de lourdes accusations. Quand les arguments viennent à manquer, on commence à chercher des coupables. Et cela ne fait que confirmer que la situation de Poutine devient de plus en plus critique. Le Kremlin a atteint un nouveau niveau d'absurdité. En Russie, on a soudainement accusé le Kazakhstan d'être impliqué dans l'attaque de drones ukrainiens contre une raffinerie de pétrole. La déclaration scandaleuse a été faite par le député de la Douma régionale de Saratov, Vyacheslav Kalinine. Astana a répondu fermement et a appelé à ne se fier qu'à des faits vérifiés. Selon la version du député russe, le drone ukrainien n'aurait soi-disant pas pu parcourir une telle distance jusqu'à Omsk de manière autonome et donc le lancement aurait pu, selon lui, avoir lieu depuis le territoire du Kazakhstan. De plus, Kalinin a déclaré que cette question devait désormais être discutée avec Astana. La réponse du Kazakhstan a été des plus fermes. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que de telles accusations étaient totalement déconnectées de la réalité. À Astana, il a été souligné que le territoire et les infrastructures du pays ne sont jamais utilisés pour des actions contre d'autres États. De plus, le ministère des Affaires étrangères a appelé les médias et tous ceux qui diffusent de telles déclarations à ne se fier qu'à des faits vérifiés. Dernièrement, certains médias diffusent des déclarations provocatrices sur une prétendue utilisation possible du territoire de la République du Kazakhstan pour le lancement de drones utilisés lors d'attaques contre des cibles sur le territoire de la Fédération de Russie. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan déclare de manière responsable que ces affirmations ne correspondent pas à la réalité et ne sont confirmées par aucune donnée ni aucun fait. Le ministère des Affaires étrangères a également déclaré que la République du Kazakhstan respecte le droit international ainsi que ses obligations conventionnelles internationales concernant la garantie de la sécurité internationale et régionale. Nous soulignons que la République du Kazakhstan part du principe que son territoire, son espace aérien et ses infrastructures ne peuvent être utilisés pour mener des actions dirigées contre d'autres États. À cet égard, nous appelons les représentants des médias et d'autres personnes à se fier uniquement à des faits vérifiés et à s'abstenir de diffuser des informations non fiables. Tandis que le Kremlin cherche des coupables, un véritable tourisme de l'essence prend de l'ampleur en Russie même. Les habitants des régions frontalières discutent déjà massivement de voyages en Mandchourie chinoise pour profiter du carburant bon marché. Dans les groupes de discussion de Chita et Zabaïkalsk, des dizaines de propositions apparaissent pour emmener une voiture en Chine, faire le plein et revenir. Les prix sont bien plus attractifs qu'en Russie, le diesel à partir de 66 roubles le litre, l'essence 95 à partir de 97 roubles. Cependant, il faudra payer séparément les intermédiaires et toute tentative d'emporter des bidons peut entraîner des problèmes à la douane chinoise. Pendant ce temps, les Russes vivant près de la frontière kazakh vont eux aussi faire le plein chez leurs voisins. Voilà pourquoi nous sommes vraiment venus au Kazakhstan. Juste pour faire le plein. Juste pour faire le plein. On divise 303 tanges par 6,5. Eh bien, en fait, vous avez compté la 40 roubles. Je suis actuellement à Uralsk, au Kazakhstan, à environ 200 km de Samara. Je me suis arrêté à une station-service et voici les prix actuels du carburant. Nous sommes à la première station-service au Kazakhstan. Je vais vous montrer les prix maintenant. Les prix sont en tanges. Le 95 coûte environ 55 roubles dans notre monnaie. Mais même au Kazakhstan, les Russes ont déjà causé des problèmes, créant là aussi une pénurie de carburant. C'est dingue, on en est arrivé là. Mince, il n'y a pas d'essence.
entre Borobaïdal et Kourkov, il n'y a pas de station-service. C'est une distance d'environ 260 km. Il n'y en a pas, voilà. Une voiture est arrivée, l'essence est finie, d'autres gaz sont aussi arrivés. La station-service ne fonctionne pas. La route Almaty, Astana, les gens, ce sont les deux principales villes du Kazakhstan. Et il y a un problème avec les stations-service. Dans ce contexte, les autorités kazakhes, qui ont refusé au Kremlin la livraison de 50 tonnes d'essence automobile à titre d'aide humanitaire, ont intensifié la lutte contre les contrebandiers qui tentent de faire passer du carburant en Russie. Selon le vice-ministre des Finances, Erzan Birzanov, des groupes mobiles patrouillent 24 heures sur 24 les zones frontalières, vérifiant les véhicules pour détecter la présence de réservoirs cachés non prévus par la conception d'usines. Ce bus a été arrêté dans la région de Kourda. Lors de l'inspection de ce bus, un réservoir supplémentaire a été découvert, un réservoir de carburant. Lors de l'inspection de ce véhicule Mercedes Sprinter, un réservoir de carburant agrandi d'une capacité de 180 litres a été découvert. Ce véhicule possède un réservoir de carburant agrandi d'une capacité de 100 litres. À l'heure actuelle, cette infraction est en cours de résolution. Les réservoirs de carburant sont en train d'être retirés. Et tandis que le Kremlin continue de perdre des partenaires, les chaînes Z russes elles-mêmes reconnaissent une réalité désagréable. La Russie de Poutine n'a pratiquement plus d'alliés. Il ne reste que 3 options, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, mais ce sont des alliés mineurs. De plus, les propagandistes les plus radicaux exigent déjà officiellement que la Corée du Nord devienne le principal allié de la Russie et même qu'elle soit admise dans l'OTSC. Il semble que la liste des amis du Kremlin se réduise rapidement. Et rappelons-nous que la Russie a 3 alliés, l'armée, la flotte et la RPDC. Ce ne serait pas mal d'accepter les Coréens dans l'OTSC. La géographie de la guerre change rapidement pour la Russie. Zelensky évoque déjà un scénario qui fait frissonner nerveusement Moscou. 1000 drones dans le ciel au-dessus de la capitale russe. Pendant ce temps, les alertes aériennes atteignent pour la première fois la Sibérie et les plus grandes raffineries de pétrole sont frappées les unes après les autres. Pourquoi même les régions situées à des milliers de kilomètres du front commencent-elles à ressentir le souffle de la guerre? Comment l'Ukraine frappe-t-elle méthodiquement le système énergétique et logistique de la Russie? Et pourquoi la carte d'une Russie sûre se désintègre-t-elle littéralement sous nos yeux? Regardez la suite. 1000 drones sur Moscou. C'est une condamnation pour la Fédération de Russie. Volodymyr Zelensky a évoqué un scénario que le Kremlin préférerait ne jamais aborder. Selon le président ukrainien, le moment de vérité pour Poutine viendra lorsque les attaques massives de drones cesseront d'être des incidents isolés et deviendront une nouvelle réalité pour la capitale russe. Zelensky est convaincu que le facteur décisif sera non seulement l'effet militaire, mais aussi l'effet psychologique. Lorsque ce ne seront plus des centaines, mais des milliers de drones qui apparaîtront simultanément au-dessus de Moscou, le Kremlin devra regarder la guerre non plus à travers les rapports des fonctionnaires, mais par ses propres fenêtres. Et alors, l'entourage proche de Poutine commencera à lui conseiller de chercher un endroit plus tranquille pour travailler, quelque part loin derrière l'Oural. Et c'est là qu'une question embarrassante se pose pour les autorités russes. Si l'opération spéciale se déroule comme prévu, pourquoi faut-il de plus en plus souvent penser non pas à de nouvelles offensives, mais à l'évacuation des sites les plus importants et à la défense de sa propre capitale? Il semble que la guerre, que le Kremlin avait prévu de maintenir aussi loin que possible des Russes ordinaires, soit en train de revenir progressivement à la maison. Et plus on s'éloigne de Poutine et de Moscou, plus, selon Kiev, le moment approche où le dictateur devra revoir toute la stratégie de cette guerre. Pendant ce temps, la Russie brûle de plus en plus loin de la ligne de front.
La région de Novosibirsk, un territoire que l'on considérait depuis des années en Russie comme presque inaccessible à la guerre, a pour la première fois déclenché une alerte aérienne en raison de la menace d'une attaque de drone. Un tel avertissement est devenu un signal d'alarme pour le système de sécurité russe. En effet, il n'y a pas si longtemps, on expliquait encore aux habitants de la Sibérie que les combats se déroulaient quelque part très loin. Et maintenant, le mot « alerte » résonne de plus en plus souvent, même à des milliers de kilomètres du front. Novosibirsk, ce n'est pas simplement une grande ville, c'est l'un des principaux centres industriels de la Russie, où sont concentrées des centaines d'entreprises des secteurs de la défense, de l'aéronautique, de la construction mécanique et de l'énergie. C'est ici que fonctionne l'usine aéronautique Chkalov, qui participe à la production des bombardiers tactiques Su-34, ainsi que des dizaines d'autres entreprises stratégiquement importantes, sans lesquelles le complexe militaro-industriel russe se sent très vulnérable. La géographie de l'alerte en Russie continue de s'étendre à un rythme effréné. Si auparavant le Kremlin assurait aux citoyens que le danger ne concernait que les régions frontalières, désormais même les régions sibériennes doivent se rendre à l'évidence que la distance n'est plus une garantie de sécurité. Et c'est précisément le scénario dont on parle de plus en plus souvent à Kiev ces derniers temps. La guerre atteint progressivement des endroits où personne ne s'attendait à la voir. Pendant que les responsables russes font état d'une défense réussie contre les attaques, l'Ukraine poursuit pas à pas sa campagne contre l'infrastructure pétrolière du pays agresseur. Au cours des derniers mois, 9 des 10 plus grandes raffineries de pétrole de Russie ont déjà été touchées. L'attaque contre la raffinerie d'Omsk, la plus grande entreprise de raffinage de Russie, a particulièrement fait sensation. De la frontière ukrainienne jusqu'à celle-ci, il y a plus de 2500 km. Cela signifie que les drones ont parcouru une distance qui, il n'y a pas si longtemps, semblait fantastique même à de nombreux experts militaires. Si auparavant on se sentait en sécurité absolue au-delà de l'Oural, aujourd'hui la géographie même de la guerre commence à changer sous les yeux de la Russie. La raffinerie d'Omsk était considérée comme l'un des éléments clés du système énergétique russe. C'est précisément sur cette raffinerie que l'on comptait pour atténuer les conséquences de la crise du carburant qui se fait de plus en plus sentir après une série d'attaques contre l'industrie du raffinage du pétrole. De plus, cette entreprise revêt une importance cruciale pour le traitement ultérieur du pétrole et pour assurer le fonctionnement d'autres chaînes de production. Il est également symbolique que, jusqu'à récemment, l'usine d'Omsk restait l'une des rares grandes raffineries de Russie à n'avoir jamais subi de dommages. Désormais, cette liste s'est encore raccourcie. Et tandis qu'à Moscou on tente d'expliquer pourquoi les alertes aériennes retentissent même au-delà de l'Oural, la bonne vieille Belgorod a elle aussi été frappée. Des drones ont frappé la direction linéaire de production des gazoducs principaux de Belgorod ainsi que des infrastructures de la région. Les frappes ont également visé l'aéroport international de Belgorod et des installations énergétiques. Et bien que les autorités russes tentent traditionnellement de minimiser l'importance de tels événements, la tendance elle-même est très révélatrice. Sous une pression croissante se trouvent non seulement des cibles militaires, mais aussi des nœuds assurant le fonctionnement de la logistique, de l'énergie et du système de transport des régions frontalières. Belgorod a depuis longtemps cessé d'être un arrière paisible pour le Kremlin. Ce qui était autrefois considéré comme une base fiable pour soutenir les troupes russes s'est aujourd'hui transformé en un territoire de tension permanente. Les alertes aériennes, l'activité des systèmes de défense anti-aérienne, les restrictions dans le fonctionnement des infrastructures, tout cela devient la nouvelle réalité quotidienne de la région. Et tandis que la propagande russe continue de dessiner la carte d'une Russie absolument protégée, il semble que cette carte soit en train de changer sous nos yeux. De Belgorod à Omsk, de plus en plus d'infrastructures importantes sont contraintes de penser non pas à leur développement et à leur modernisation, mais à leur propre survie. Et c'est déjà une réalité tout à fait différente de celle que le Kremlin avait promise à ses citoyens au début de la guerre. La fin de la guerre est plus proche que jamais. Les nôtres mettant la pression sur la Fédération de Russie. La déclaration de Kirilo Boudanov sur les réelles chances de mettre fin aux hostilités dès cette année a suscité un large écho. Même les analystes occidentaux laissent de plus en plus clairement entendre que la stratégie de Moscou commence à sérieusement se fissurer. Pourquoi l'Ukraine mise-t-elle sur des frappes contre la logistique? Comment la production nationale d'armes à longue portée change-t-elle les règles du jeu? Pourquoi même les publications mondiales les plus respectées ne croient-elles plus à une victoire russe? Nous allons l'analyser tout de suite. La guerre serait-elle vraiment en train d'approcher de sa fin? La déclaration de Kirilo Boudanov a poussé à évoquer ce qui, il n'y a pas si longtemps, semblait hors de portée. De réelles chances de mettre fin à la guerre dès cette année. Selon le chef du bureau du président, de telles chances existent.
Et bien que le monde assiste actuellement à une nouvelle vague d'escalade, c'est précisément celle-ci qui pourrait devenir le prélude à une future désescalade et à un retour aux négociations. Cela peut sembler paradoxal, mais l'histoire des guerres a maintes fois prouvé. Très souvent, les parties ne commencent à chercher des compromis qu'après s'être convaincus qu'il est impossible d'atteindre leurs objectifs par la force. Et il semble qu'à Kiev, on comprenne bien cette logique. Tandis que le Kremlin continue de s'exprimer sur le ton de l'ultimatum, l'Ukraine développe ce que l'on appelle de plus en plus souvent son principal atout, sa propre production de moyens de frappe à longue portée. Boudanov a reconnu ouvertement l'ampleur de la production ukrainienne a déjà atteint un niveau qui permet d'augmenter considérablement l'intensité des frappes sur le territoire russe. Cela signifie que pour Moscou, la guerre devient de plus en plus coûteuse, non seulement sur le front, mais aussi loin à l'arrière. Les volumes de notre propre production sont déjà devenus, disons, dignes, ce qui permet d'augmenter l'intensité, et cette intensité permet d'atteindre certains résultats. C'est précisément ici que commence à se dessiner le scénario dont parlent de plus en plus souvent les analystes militaires. Tandis que l'armée russe tente d'avancer, l'Ukraine frappe ce sans quoi aucune armée au monde ne peut fonctionner. La logistique. Dépôts, routes d'approvisionnement, infrastructures de carburant, nœuds de transport. L'objectif est simple, rendre l'approvisionnement du front si complexe et coûteux que chaque nouvelle offensive se transforme pour le Kremlin en une aventure épuisante. Ce sont précisément les facteurs que Moscou considérait encore hier comme secondaires qui peuvent aujourd'hui déterminer le sort de la guerre. Tandis que la propagande russe compte les kilomètres carrés sur la carte, la stratégie ukrainienne se concentre de plus en plus sur l'épuisement des ressources de l'adversaire. Et si cette tendance se maintient, le moment où le Kremlin sera lui-même contraint de s'intéresser sérieusement au dialogue pourrait arriver bien plus tôt que beaucoup ne l'imaginent. C'est pourquoi la question principale aujourd'hui est la suivante. Quelle sera la véritable voie vers la paix ? À Kiev, on fait comprendre, ce n'est ni par des concessions, ni par la mise en veille du problème, mais en créant des conditions telles que la poursuite de la guerre devienne trop coûteuse et sans perspective pour la Russie. Si les évaluations de Boudanov se confirment, les premiers contours réels d'une paix future pourraient apparaître précisément après que le Kremlin se sera définitivement convaincu que le temps ne joue plus en sa faveur. On parle aussi de l'inévitabilité de la défaite de la Russie en dehors de l'Ukraine. L'influent média occidental Bloomberg reconnaît en fait que la perspective d'une victoire de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine ne semble plus réaliste. Et ce n'est plus l'avis de responsables ukrainiens ou d'experts militaires de Kiev. De tels signaux se font entendre de plus en plus souvent également dans les principaux centres d'analyse mondiaux, où l'on suit de près l'évolution de la situation sur le front et l'état de l'économie russe. Il y a encore quelques années, le Kremlin comptait sur un scénario tout à fait différent, mais aujourd'hui même, les observateurs occidentaux soulignent que la dernière grande offensive russe s'est en réalité essoufflée. Pour Moscou, le coût de chaque nouveau kilomètre de front conquis continue d'augmenter rapidement. Les pertes humaines, les problèmes de production, la pénurie de main-d'œuvre et la pression croissante sur l'économie créent pour le Kremlin une situation qu'il devient difficile de dissimuler, même derrière les slogans de propagande les plus retentissants. De plus, les drones et missiles ukrainiens atteignent de plus en plus souvent les raffineries de pétrole, les nœuds énergétiques, les centres logistiques et les entreprises militaires à l'intérieur même de la Russie. Ce qui était autrefois considéré comme un arrière inviolable se transforme progressivement en un territoire de risque permanent. C'est précisément cela, selon de nombreux analystes, qui rend la poursuite de la guerre beaucoup plus coûteuse pour le Kremlin qu'auparavant. Dans le monde, on ne se demande plus aussi souvent si la Russie est capable de gagner, mais plutôt comment et quand elle sera contrainte d'accepter la cessation des hostilités. Un tel changement de rhétorique en dit long. Si auparavant les discussions portaient sur le succès possible de l'offensive russe, désormais de plus en plus d'attention est accordée au scénario de cessez-le-feu et à la recherche d'une issue à la guerre. De plus, en Occident, on discute déjà ouvertement non seulement de nouveaux paquets d'aide à l'Ukraine, mais aussi de solutions à long terme qui pourraient définitivement changer l'équilibre des forces. Parmi celles-ci figurent le renforcement des sanctions, l'augmentation des livraisons d'armes à longue portée, de nouveaux systèmes de défense anti-aérienne et même la possibilité de produire certains systèmes de défense directement en Ukraine. Autrement dit, les partenaires se préparent de plus en plus non pas à un compromis selon les conditions du Kremlin, mais à un scénario dans lequel la Russie devra accepter de nouvelles règles du jeu. La situation apparaît extrêmement désagréable pour Moscou. La guerre, que le Kremlin avait prévu de terminer en quelques jours, s'est progressivement transformée en un conflit épuisant où le temps, les ressources et le soutien international ne jouent pas en faveur de la Russie.
c'est précisément pour cette raison que de plus en plus d'experts dans le monde suggèrent que le moment où l'échec du plan du Kremlin deviendra évident pour tous pourrait être bien plus proche qu'il n'y paraît aujourd'hui. Et pour la Russie, cela ne signifie qu'une chose. La marge de manœuvre continue de se rétrécir à grande vitesse. Tandis qu'au Kremlin, on dessine des victoires sur le papier, la réalité pour Moscou se transforme en véritable cauchemar. Les forces ukrainiennes reprennent des territoires. La logistique russe craque de toutes parts sous les frappes de drones et les pertes des occupants battent des records. La mer Noire, autrefois considérée comme le fief de la flotte russe, devient de plus en plus une zone de peur permanente pour le Kremlin. Et tandis que Peskov parle de grands succès, même aux États-Unis, on évoque désormais ouvertement l'épuisement du potentiel offensif russe. Alors, que se passe-t-il réellement sur le front? Pourquoi le mois de juin est-il devenu l'un des plus difficiles pour l'armée de Poutine? Et comment l'Ukraine, pas à pas, prive-t-elle la Russie de ses principaux avantages militaires? Analysons cela tout de suite. Tandis que la propagande russe annonce de nouvelles victoires, les forces armées ukrainiennes, discrètement et sans bruit, ont infligé aux occupants un véritable effondrement du front. Sur l'un des secteurs, les forces ukrainiennes ont repris en 1 mois et demi des dizaines de kilomètres carrés de territoire, considérés depuis plus d'1 an comme l'arrière russe. Et le plus intéressant, c'est que les Russes tentent de dissimuler cet échec cuisant à tout prix. Selon les premières estimations, il s'agirait d'au moins 50 km² de terres libérées. Et certains indices donnés par des analystes laissent supposer des chiffres encore plus élevés. Pour bien comprendre, si ces données se confirment, l'Ukraine pourrait, pour la première fois depuis longtemps, afficher un solde positif de territoires libérés en 1 mois. Et c'est déjà un signal sérieux pour tous ceux qui se sont empressés de sous-estimer le potentiel offensif de l'Ukraine. La réaction de l'ennemi est particulièrement révélatrice. Pendant tout le mois de juin, la partie russe n'a publié que quelques vidéos provenant de cette direction, et même celles-ci montraient en réalité non pas les succès des occupants, mais l'avancée des forces ukrainiennes. Quand une armée qui filme habituellement chaque mètre de son avancée se met soudainement à garder le silence, cela signifie souvent une seule chose. Il n'y a tout simplement rien à raconter. Il semble que les drones ukrainiens aient transformé une partie du front en véritable zone de terreur pour les occupants. La Russie a été contrainte de bombarder ses propres anciennes positions avec des dizaines de bombes aériennes guidées, tentant ainsi de stopper l'avancée des forces armées ukrainiennes. Mais même cela n'a pas aidé. Ce qui était encore récemment considéré comme un point d'appui russe passe progressivement sous le contrôle des militaires ukrainiens. Et il y a ici un autre détail très important. L'offensive a commencé avec l'utilisation de véhicules blindés qui, contrairement aux prévisions de nombreux experts, ne sont pas du tout obsolètes. Combinée à l'utilisation massive de drones, elle a permis de percer vers l'avant et de minimiser les pertes. En fait, les forces ukrainiennes démontrent une nouvelle formule d'offensive, où les drones ne se contentent pas d'aider les troupes, mais leur ouvrent la voie à travers les zones les plus dangereuses du front. Et ce n'est pas tout. En seulement 1 mois, les forces de défense ukrainiennes ont frappé plus de 200 000 cibles ennemies, et derrière chaque chiffre se cachent des équipements détruits, des dépôts anéantis, des routes d'approvisionnement incendiées et un nouveau coup porté à la capacité de la Russie à poursuivre la guerre. Le résultat le plus douloureux pour les occupants, près de 28 000 militaires russes ont été éliminés ou ont subi des blessures si graves qu'ils ont été mis hors de combat. En fait, le mois de juin est devenu l'un des mois les plus difficiles pour l'armée russe de ces derniers temps. Et ce qui est important, c'est que de plus en plus souvent, les frappes ukrainiennes atteignent l'ennemi bien au-delà de la ligne de front, là où il se sentait encore récemment relativement en sécurité. Le ministre de la Défense a indiqué que le nombre de cibles touchées à plus de 50 km de la ligne de contact a presque doublé. En d'autres termes, les drones ukrainiens et les moyens de frappe de haute précision pénètrent de plus en plus profondément à l'arrière russe. Cela signifie que pour les occupants, la guerre ne s'arrête plus derrière la première ligne de défense. Un accent particulier est mis sur la logistique. C'est précisément sur ce point que les frappes les plus douloureuses sont aujourd'hui portées. On a l'impression que les opérateurs ukrainiens de drones ont lancé une véritable chasse à tout ce qui se dirige vers le front. Les camions-citernes, les motos, les dépôts de munitions, tout cela se transforme de plus en plus souvent en fumée avant même d'atteindre les positions russes. Juin est devenu un mois record pour les forces de défense. Les militaires ukrainiens ont établi un record. En neutralisant l'artillerie russe, ont obtenu le meilleur résultat depuis le début de la guerre à grande échelle en interceptant des drones ennemis, près de 50 000 unités, et ont également battu le record absolu de destruction de véhicules automobiles et de motos des occupants. Et surtout, il ne s'agit plus d'opérations isolées réussies, mais d'une campagne systématique visant à épuiser l'ennemi. Jour après jour, les drones ukrainiens resserrent méthodiquement l'étau autour de la logistique de l'occupation.
Et il semble que c'est précisément cela qui effraie le plus Moscou. En effet, on peut renforcer le front avec de nouveaux soldats, mais il est bien plus difficile de rétablir un système d'approvisionnement détruit sous le feu constant des drones ukrainiens. C'est précisément pour cette raison que le mois de juin pourrait non seulement devenir un mois record en termes de pertes pour la Russie, mais aussi marquer le début de problèmes bien plus graves à venir. Et tandis que les forces armées ukrainiennes reprennent leurs terres mètre par mètre, il semble qu'au Kremlin, on ait décidé d'emprunter la voie favorite, simplement s'inventer une victoire. Après les nouveaux succès des militaires ukrainiens sur le front, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, s'est soudainement mis à parler des grands accomplissements de l'armée russe et de l'inévitabilité de l'atteinte de tous les objectifs de la guerre. Mais il y a un problème. La réalité a de nouveau oublié de coordonner ses plans avec la propagande du Kremlin. Alors qu'on racontait aux Russes à la radio l'histoire d'une offensive réussie, des analystes indépendants ont examiné de près les cartes que les généraux russes présentent à Poutine. Et il s'est avéré qu'entre le front et les rapports du Kremlin, il y a un gouffre de près de 2000 km². En d'autres termes, si les forces armées ukrainiennes libèrent des territoires dans le monde réel, l'état-major russe compense cela en conquérant des territoires dans le monde imaginaire. Le plus amusant, ce n'est même pas l'ampleur de ces inventions, mais leur contenu. Sur les cartes en papier destinées à Poutine, l'armée russe est déjà presque arrivée à Sloviansk et Kramatorsk, contrôlerait soi-disant entièrement Chassiv Yar, avancerait vers Dobropilia et par endroits serait même presque aux portes de Zaporijia. On a l'impression que le maître du Kremlin ne regarde pas des rapports de combat, mais la bande-annonce d'un nouveau film de science-fiction. C'est précisément ici que l'on comprend pourquoi, à Moscou, on parle avec autant d'assurance des succès. Si l'on regarde chaque jour des cartes où l'armée avance plus vite que le bon sens, on peut finir par croire à n'importe quel conte de fées. Le problème, c'est que le véritable front se trouve en dehors des bureaux du Kremlin. Et là, les troupes russes se heurtent de plus en plus souvent, non pas à des flèches dessinées, mais à des drones ukrainiens, à l'artillerie et à des contre-attaques. Mais le coup le plus douloureux pour le Kremlin, semble-t-il, n'a pas eu lieu sur terre, mais en mer. Le jour de la marine, Volodymyr Zelensky a déclaré sans détour « La Russie a perdu la mer Noire ». Il y a encore quelques années, une telle phrase aurait semblé relever de la science-fiction. Un pays sans grande flotte a forcé l'une des plus grandes marines du monde à battre en retraite. Après la libération de l'île aux serpents, une série de frappes contre les navires, les états-majors, les bases et les ports, les occupants ont en fait perdu la possibilité de se sentir maîtres des eaux. Aujourd'hui, la mer Noire est devenue un nouvel exemple de la façon dont les technologies ukrainiennes et des solutions non conventionnelles brisent les schémas militaires russes. Les drones maritimes ont accompli ce qui, il n'y a pas si longtemps, semblait presque impossible. Ils ont forcé la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie à passer de la démonstration de force à un mode de survie permanent. Et désormais, les navires russes ressemblent de plus en plus non pas à des chasseurs, mais à des proies qui regardent autour d'elles. Il semble que ce ne soit que le début de problèmes bien plus importants pour Moscou. En effet, si la mer Noire n'est plus sûre pour les navires russes, alors les régions de la mer Noire et d'Azov ne peuvent plus être considérées comme un arrière sécurisé. Et tandis qu'au Kremlin, on continue de parler de ses succès, l'Ukraine, pas à pas, prive l'ennemi de ce qu'il considérait comme son avantage incontestable. Et vous, que pensez-vous des derniers événements? Nous attendons vos commentaires. La suite ne fera qu'empirer. Restez informés de l'essentiel et n'oubliez pas de liker. Que le ciel vous soit paisible.